un fondateur de start-up n'est pas un super-héros. Tout ce qu'on fait au Village by CA Paris aujourd'hui, dans 15 ans, ça sera enseigné sans doute en école de commerce. Je pense qu'il faut toujours prévoir, quand on dépend d'une tech, il faut toujours prévoir un plan B parce qu'un acteur, ça peut faire faillite. Je pense que la plupart des startups se sont toujours développées en ayant une approche intelligente, maligne, un peu pirate de la réglementation. Bonjour à tous, bonjour Emmanuel, je suis très content de te recevoir dans un nouvel épisode d'Inside Banking, le podcast. Alors, tu es directeur général délégué du Village by CA Paris. Tu vas nous expliquer ce que c'est. On va parler aujourd'hui de start-up, notamment de fintech, parce que c'est ta spécialité, parce que justement, le Village by CA accompagne des start-up, parce que c'est un des plus grands incubateurs en France. Tu vas peut-être nous présenter ce que vous faites. Également, on va parler de l'environnement fintech en France, pour que tu nous dises ce qui se passe sur le marché, au niveau français, éventuellement européen, et puis donner quelques tips pour les entrepreneurs qui nous regardent, qui veulent se lancer. La première question, elle va être très simple. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et aux viewers YouTube maintenant du podcast? Oui. Le podcast est en ligne sur YouTube depuis quelques semaines maintenant. Écoute, déjà, merci de m'inviter à prendre la parole pour présenter effectivement ce que je fais, qui je suis, mais surtout le Village by CA et ces écosystèmes de start-up qui est comme une passion, et je vais peut-être me présenter comme ça. Il est de bon ton de dire que il y a le métier, il y a sa partie pro, sa partie perso, tout ça, et c'est pareil. Et vie pro, vie perso. Voilà, en fait, moi j'ai choisi quelque chose d'un peu médian, c'est que je vis ma passion, toutes mes passions, et je trouve que je suis tombé passionné de ce monde de la tech et de la fintech. Et en fait, il m'accompagne depuis que j'ai commencé à travailler en 2002. Je suis passé par la recherche, j'ai bossé dans du cabinet de consultant 2 fois. Dans le groupe Créa École. KPMG, je connais un petit peu les cabinets de consulting. Voilà. Moi, j'ai passé du temps chez Forvis Mazars, PwC, surtout EY, un peu plus de 6 ans. Très bien. Pas KPMG, j'ai pas encore fait KPMG de loin. Je suis pas loin du grand chelem. En tant qu'ancien KPMG, j'ai envie de te dire, de chez Mazars, fallait regarder en haut, tu aurais vu la tour. C'est une petite blague pour les auditeurs et ceux qui nous regardent, parce que les deux tours sont côte à côte. Voilà, ils comprendront. Donc en fait, moi je suis vraiment passionné par l'innovation, la recherche, le progrès, c'est quelque chose qui m'intéresse en fait. Et en fait, ça m'a suivi dans toute ma carrière. Et au début, j'ai commencé à travailler dans le secteur du conseil, parce que quand on sortait en 2002, c'était la carrière idéale, etc. Et en fait, j'ai fait ça après un doctorat. Et j'ai doctorat en quoi? En mathématiques appliquées. D'accord. C'est pas la porte d'entrée usuelle, on va dire, au lambda du consultant. Non, d'ailleurs, l'anecdote, elle est assez marrante de comment je suis tombé chez KPMG. Raconte-nous alors. Oui, en 2 secondes, j'étais... Alors, bon, ne rigolez pas, auditeurs et personnes qui regardent cette vidéo. En fait, quand j'étais en thèse de doctorat, je suis allé présenter un de mes travaux lors d'une conférence académique à Damas, en Syrie, avant la guerre civile. Donc voilà, donc c'est un monde quand même qui a beaucoup changé. Et à l'issue de ma présentation devant des chercheurs, un franco-syrien est venu me voir en me disant, voilà, je suis partenaire chez KPMG, ce que tu fais dans le sujet de ta thèse est hyper intéressant, est-ce que tu veux pas venir le développer au sein du cabinet? Voilà. Et donc j'ai trouvé un boulot à 8000 km de là, etc. Et en fait, je suis tombé dans le secteur de la banque, mais complètement par hasard, parce que dans les début des années 2000, en fait, quand on arrivait dans le conseil, en fait, on nous mettait dans un grand bac, un grand plateau, et on nous affectait à une BU en fonction de la première mission qui tombait. Ah oui, alors que maintenant c'est sectorisé. Non, mais même le rapport de force est même inversé. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où j'ai signé chez KPMG, j'étais tellement heureux. Pour moi, c'était une consécration incroyable, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes qui sortent d'école, que je trouve qu'ils sont... Moi, je suis époustouflé par leur niveau de talent, de culture générale, de capacité à découvrir le monde. Enfin, on fait que de dire les jeunes sont moins bons aujourd'hui qu'avant. Alors, je sais pas de qui on parle. Moi, les jeunes que je croise, honnêtement, et qui de toute classe sociale, je les trouve prodigieusement intelligents, cultivés, ouverts au monde, beaucoup plus que l'espèce de niais que j'étais en 2002. Vraiment. Pas dur avec toi-même. Non, vraiment, je le pense très sincèrement. On forme une jeunesse qui honnêtement est beaucoup plus ouverte, beaucoup moins tolérante. Donc c'est sûr qu'ils sont un peu durs avec nous. Moi, franchement, j'ai pas rentré dans le bureau de mon partenaire. Fallait le rapport de force n'était pas du tout le même. Et à l'époque, donc chez KPMG, c'était comme ça. On m'affectait. Je suis tombé dans le monde de la banque un peu par hasard. Et en fait, très vite, j'étais attiré par les sujets d'innovation, d'où la fintech, d'où l'entrepreneuriat, etc. Parle-nous de Village by CA Paris. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? On entend Créa École. Quel est le lien avec le groupe Créa École? Parce que quand on pense Créa École et incubateur de start-up, c'est pas forcément une connexion qu'on fait usuellement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer cet environnement-là? Ouais. On devrait faire le lien, mais on le fait pas parce que... Enfin, on le fait pas. C'est pour ça que tu es là. Exactement, pour ça que je suis là.
En fait, le Créa-École, il y a une dizaine d'années, donc il y a 12 ans exactement, a créé le Village by CA dans une optique de développer le territoire et de permettre à des entrepreneurs de la tech, qui était un mouvement très très naissant, de pouvoir en fait réaliser leur projet entrepreneurial partout en France et pas que à Paris, dans des petites zones où sont présents entrepreneurs. Tu représentes Paris, mais vous avez des bureaux dans d'autres villes en France. On est présent dans 47 lieux différents. C'est pas mal. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, on est le plus grand accélérateur d'Europe. Aujourd'hui, on accompagne 1000 startups. Donc, c'est plus de 3500 personnes. Donc, les mettre à un seul endroit, ce serait techniquement compliqué. Et en plus, ça n'aurait pas de sens qu'on ne va pas obliger un entrepreneur à déménager pour pouvoir entreprendre. Et en fait, très tôt, le groupe Créa-École, qui est une fédération de coopératives, on s'est mis là où sont les entrepreneurs. Et en fait, on a suivi cet écosystème startup en France, qui est assez colossal. Je ne sais pas si tu sais, mais Paris, c'est la 4e ville la plus puissante des startups du monde. On est numéro 1 en Europe avec Londres souvent ou des on est devant. Devant maintenant. Alors je prends le classement d'Hillroom, c'est pas celui qui m'arrange, mais au moins. On est au coude à coude avec Londres. Non, mais il est très factuel, il est sur plein de critères, etc. Et je le dis parce que vraiment, on adore se flageller en France, etc. Mais il y a un vrai pessimisme en ce moment. Voilà, exactement. Alors, et je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir cet écosystème startup qui est donc startup en général. C'est à peu près 2 millions d'emplois directs et indirects aujourd'hui. Donc les salariés des startups, les fournisseurs des startups et les fournisseurs des fournisseurs, c'est 2 millions. C'est à peu près 5% des emplois d'actifs. Et pour l'instant, ça fait 15% tous les semestres. Et ça double tous les 3 ans. Donc, c'est un écosystème assez colossal dont on a du mal un peu à se rendre compte quand on vit dedans. Et le groupe Créa-École, en créant les villages, en fait, a accompagné de façon très forte ce mouvement. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis extrêmement fier que mon groupe les crée, parce que c'est 16% des entrepreneurs de la tech française qui sont passés par un village. Mais c'est vrai que moi qui habite à Paris, quand on est parisien, en fait, on est très centré auto-parisien, etc. Mais il faut voir la puissance du village à Montpellier, à Toulouse, à Lille, à Brest, à Metz. Sachant que c'est aussi l'ADN plus globalement du Créa-École, cette implantation avec les caisses régionales, donc ça correspond parfaitement à ça. Exactement. Je pense qu'on a un savoir développer le territoire, non pas que à Paris, mais partout où il existe, en trouvant un moyen de relier chaque lieu ensemble, tout en étant capable de créer des dispositifs ad hoc précis. Et donc moi, effectivement, je dirige le village de IFA de Paris, qui est un lieu comme les autres du village, mais qui a quelques particularités. On en reviendra un peu tout à l'heure dessus, sans doute, mais très rapidement, les deux particularités, c'est que on a une surprépondérance de grands groupes en Ile-de-France. Et les grands groupes, c'est à la fois une vraie opportunité pour les startups, mais c'est aussi un enfer. Parce qu'en fait, quand on est une startup, si on adresse les grands groupes trop tôt, c'est mortifère. Et en même temps, si on veut faire une belle série B, une belle série C, il faut des clients grands groupes. Donc nous, on a une vraie spécialité là-dedans avec un cabinet de consultants qu'on a développé en interne, qui en fait aide les grands groupes. On retrouve les sources de consulting. Mais en fait, moi, je pense qu'un accélérateur, c'est que du conseil. Je conseille effectivement les directeurs d'innovation de grands groupes, mais je conseille surtout tous les jours des entrepreneurs à comprendre plus vite quelles sont les dynamiques et quelles sont les bonnes pratiques à appliquer dans l'entrepreneuriat, dans la tech, mais aussi surtout à comprendre où sont leurs zones de faiblesse pour qu'ils les comprennent par eux-mêmes et qu'ils arrivent très vite à s'approprier cette histoire incroyable d'entrepreneurs qui sont passés juste avant eux à Paris et faire en sorte qu'en fait, ils arrivent en captant plus vite ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, en fait, à gagner du temps pour faire des test and learn permanents. Justement, ça m'amène à une question. On parle d'incubateur. Concrètement, qu'est-ce que ça fait un incubateur ? Je ne sais pas ce que fait un incubateur ou un accélérateur en général. Mais qu'est-ce que vous faites, vous ? Alors moi, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on fait 4 choses. Le premier, c'est que l'accompagnement qu'on réalise, en fait, il est dit stratégique avec un petit S minuscule. En fait, quand on a un fondateur et ses équipes en face de nous, en fait, à l'instant T, on identifie avec lui quels sont les 2-3 points de blocage qui l'empêchent d'être en hypercroissance. Donc, on fait un métier assez simple de consultant. On regarde la situation à l'instant T de la startup. On regarde les licornes et les belles scale-up qui ont réussi à scaler dans son domaine. Et on fait un travail avec lui réflexif en disant, OK, celle-ci a fait ça, telle autre a fait comme ça. Est-ce que ça te parle pas ? Est-ce que tu es en train de prendre l'hypercroissance ou pas ? Et on le fait. Je te coupe juste là-dessus, mais ça apporte un regard extérieur, parce que parfois on peut se dire, les fondateurs peuvent le faire, mais ce qui est difficile quand tu es dans un business ou même dans ton travail salarié au quotidien, c'est que tu as des choses qui te semblent normales, tu es dans ton truc, tu as du mal à prendre du recul. C'est ça. Le fait qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui soit aussi bien câblé, qui ait vu d'autres choses, ça peut t'amener à réfléchir. Et
ça n'a pas forcément le même poids quand quelqu'un le dit de l'interne ou quand c'est quelqu'un d'externe qui est spécialisé sur le sujet qui te le dit. En fait, on apporte un double regard. Et en fait, une équipe dirigeante, en fait, elle est très seule, finalement. Elle est très seule parce que ses actionnaires, ils peuvent pas être non plus totalement transparents avec. Les salariés, il faut pas leur faire peur. Entre fondateurs, ils peuvent être beaucoup soit ils sont trop amis, ils sont toujours d'accord, soit ils sont pas toujours d'accord. Donc en fait, avoir quelqu'un à côté de présent tout de suite au démarrage, ça a beaucoup de valeur. Donc ça, on appelle ça du sparring partner advisory. Et le second, c'est qu'on le complète ça avec, et je remercie vraiment la communauté qui nous aide tous les jours. En fait, on demande à des head-off et à des C-level de la place parisienne de venir en fait sur des sujets très précis dont on sait que c'est mortifère si on les fait pas, c'est cause d'échec, de venir expliquer comment ils ont réussi en fait à aller au-delà et en faire un succès. Donc on a des personnes d'Aircall, de Doctolib, de Penny Lane, d'Electra qui viennent en fait témoigner avec nous et c'est concret et en fait on est un village, c'est-à-dire qu'en fait on peut toucher les gens. C'est pas une estrade quelque part, on regarde de loin. Et ça en fait ça a énormément de valeur parce qu'en plus de notre vision à nous, on a vu 1000 dossiers, donc c'est vrai je dis pas qu'on en avait été à chaque fois, mais au bout du 1000e quand même on a une certaine vision. Mais compléter avec des gens qui sont dedans, ça a beaucoup de valeur. Et on complète avec ça, avec également deux leviers, c'est qu'en fait les investisseurs qui sont très présents à Paris, en fait nous aident aussi à faire ce travail. Ils nous aident en fait à la fois à analyser avec nous une entreprise à l'instant T, une entreprise qui finance à l'instant T +1. Et donc c'est hyper utile à Paris où en fait la levée de fonds, le financement c'est beaucoup complexifié, a pris des natures très différentes. Pareil avec le M&A. Ça je le fais avec les investisseurs parisiens et je le fais aussi avec des partenaires qui appartiennent notamment que le groupe Créecole a développé. Tu me demandais les liens avec le groupe Créecole. Alors moi je suis parti du groupe Créecole, hein. Je suis une entité parmi d'autres qui adresse les startups et avec moi j'ai BloomUp qui est une banque dédiée aux startups, dédiée aux transitions qui appartient au groupe Créecole Île-de-France, qui accompagne des startups à impact. J'ai depuis 3 jours une nouvelle banque M&A qui s'appelle Indosuez Corporate Advisory, qui accompagne sur le sujet stratégie M&A les startups du village. Et puis depuis 3 jours aussi, il y a le Créecole CIB qui a créé un secteur tech pour accompagner les belles scale-up et licornes qui veulent s'internationaliser. Et puis j'ai bien sûr mes amis d'Indosuez aussi qui accompagnent les fondateurs qui veulent préparer leur exit et également pas mal de... J'ai aussi, grâce à Indosuez aussi, accès quasiment au plus grand réseau de BA, de Business Angel, des clients fortunés Indosuez qui veulent investir dans les startups. Donc on est toute une équipe qui sommes spécialisés startups, qui avons travaillé dans l'écosystème et qui en fait sont à disposition des entrepreneurs, mais uniquement sur un volet stratégique. C'est-à-dire aider à faire comprendre aux entrepreneurs à comprendre très vite quoi faire, non pas que sur la dimension gros hacking, product qu'on voit dans beaucoup d'accélérateurs. En fait, moi j'ai vu aucune startup parisienne échouer sur ça, sur le gros hacking et le product. À Paris, on est très fort sur le sujet. On a une culture du produit liée à nos écoles d'ingénieurs, nos écoles de commerce. Par contre, on a un vrai sujet de petit recul sur les sujets corporate finance, juridique, les sujets vision 3 à 5 ans. Les visions, bien différencier la personne morale de la personne physique. Et donc c'est vrai que moi, au Village by ICA à Paris, il y a moins de pizza. Il y a moins de sujets fun avec des CEO qui viennent dire qu'ils sont super forts. Nous, on est un peu taiseux. Vous allez avoir des banquiers M&A, vous allez avoir des avocats M&A, vous allez avoir des gens qui vont parler de juridique, de vision strat, etc. Donc c'est un peu taiseux, mais c'est ce qu'on vous allez trouver au Village Paris. Et en fait, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, je vois bien que ça correspond à un vrai besoin de la place parisienne. On est passé en une année de 65 startups accélérées à 205. Ouais. Voilà. Forte croissance pour le coup. Forte croissance, mais on n'est pas là pour... enfin, je pense qu'il faut être utile. C'est avant tout ça. Et je pense que sur la place parisienne, c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Et qu'on apporte, ce qui sera peut-être un peu différent dans d'autres lieux, villages, qui ont d'autres assets extrêmement forts. Mais à Paris, voilà, on a besoin de ces dimensions, voilà, qui sont, voilà, je l'assume, chiants. Mais c'est ça le business des startups. Et si vous aimez pas la finance, il faut pas faire de startup aujourd'hui en Ile-de-France. Ok, merci Emmanuel pour ces informations. Une autre question, à quel stade de développement vous intervenez? Tu as expliqué l'accompagnement, ce que vous pouvez apporter. Comment vous choisissez? D'ailleurs, comment on fait pour postuler? Si je monte une startup, quand est-ce que je sais quand est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que c'est une phase de développement? Comment ça marche? Et quelles sont les contreparties? Est-ce que c'est faut payer pour l'accompagnement? Est-ce que le paiement, ça peut être de l'equity dans la startup? Est-ce que c'est un petit peu des deux? Comment ça fonctionne concrètement si je veux postuler? Alors, j'ai une vision un peu radicale et différente de mes confrères sur la place. En fait, chez moi, c'est programme unique. Ce qui peut paraître super contre-intuitif. Donc, on accompagne des startups qui viennent juste d'être créées,
et des licornes. Ok. Alors, les licornes, il n'y a pas toutes les équipes présentes chez nous. Je sais pas, parce qu'en fait, et donc ça va, start-up en création, start-up qui est en train d'éclore, scale-up, j'ai 8 scale-up au Village BIC à Paris et 2 licornes, notamment une licorne américaine et une licorne anglaise qui prépare son go-to-market européen de chez nous. En fait, pour moi, c'est un programme unique parce que, d'abord, les scale-up ont des problèmes de croissance. J'ai pas été étranglé par la sécurisation de la croissance des scale-up à Paris. Et à chaque fois, les problématiques des scale-up que je vois, en fait, sont nées d'un pli du pantalon qui est mal pris au démarrage. Et à l'inverse, si j'ai un lieu avec que des startups en démarrage, en fait, je mets dans un seul endroit que des gens qui sont en cours de démarrage. Et en fait, c'est le lieu partout des gens qui n'ont pas réussi à scaler. Et moi, j'ai besoin qu'une startup voit aussi l'espèce de lessiveuse qui est une scale-up. Et ça, je peux le dire, mais il faut le voir. Comme la mixité sociale. Exactement. Et les licornes, elles sont présentes pour certaines, mais aussi elles viennent dans les masterclass. Et en fait, pour moi, c'est un continuum, tout ça. Et ce qui est important pour moi, c'est de préparer une année N, ce qui est à un dirigeant à être bon à l'année N+3. Donc, c'est programme unique partout, enfin, tout le monde présent. En fait, pour rentrer au Village BIC à Paris, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous êtes utile, vous rentrez au Village Paris. Dès qu'on est utile, vous rentrez au Village Paris. Ça veut dire quoi, utile ? On y arrive. En fait, ce qu'on veut, c'est que on veut protéger l'entrepreneur de lui-même. Donc, pour certaines startups, on a un comité de sélection. Celles qui n'ont pas encore levé de fonds en capital risque. Celles qui n'ont pas été labellisées par notamment le pôle finance innovation, dont on est très proche, qui est le pôle de compétitivité lié au fintech. Celles qui ne sont pas accélérées dans un autre lieu village. Parce qu'en fait, on veut s'assurer que le fondateur, il a une chance de faire éclore sa startup. Donc là, on met un comité de sélection avec des personnes qui sont des amis du village, en fait, dont on sait, juste pour être sûr que la personne a une chance de réussir et que nous, on soit utile. Ensuite, quelqu'un qui a levé des fonds chez Partech, chez Serena, chez d'autres, on sait qu'il a les capacités A, parce qu'un tiers a validé. Pareil, s'il a été agréé par le pôle finance innovation. Pareil, si un autre village l'a accompagné. Donc là, on sait qu'on va être utile. Donc lui, il rentre directement chez nous. Donc retenez que vous êtes welcome au village. Si votre projet est sérieux, vous rentrerez au village. Et il y a juste quelques gates, quelquefois, pour vérifier lorsque... Sérieux du projet. Exactement. Mais c'est pas sérieux au sens, on veut pas être... En fait, nous, on a une vocation universelle. Mais ce qu'on veut, c'est que le fondateur, on l'amène pas dans un échec d'ailleurs. Tout est conçu pour ça au village. Au Village Paris notamment, pour que le fondateur, en fait, on l'emmène vers là où il veut aller et lui donner un maximum d'outils. Donc faire rentrer quelqu'un qui ne va pas réussir ce qu'on pense qu'il va pas réussir, en fait, on essaie de le guider. Et plutôt que de dire oui, non, on le fait ça collectivement. Ok. Et c'est quoi les conditions pour rentrer? T'as pas répondu sur est-ce que c'est un forfait à payer? Est-ce que c'est une part de la startup qu'on peut prendre? Est-ce que ça dépend? Ça dépend du stade de développement? Comment ça fonctionne? Non, moi C'est une question que l'entrepreneur peut se poser quand il y a un intérêt pour l'accompagnement, on comprend ce que vous proposez, mais quelles sont les conditions en face? En fait, moi je suis assez contre, dans le cadre de mon métier à moi, de prendre de l'equity dans les startups que j'accompagne. Parce que le jour où on est actionnaire d'une startup, même si c'est de façon symbolique, en fait, dans la tête du dirigeant, il y a un conflit d'intérêt. Et en fait, on a besoin de son conseil quand ça va mal. Et quand ça va mal, on n'a pas trop envie d'aller voir son actionnaire et d'être totalement transparent. Donc moi, je suis du côté des fondateurs, ce sont mes clients. Donc je veux pas d'equity. Par contre, ils payent un service. Donc je peux donner les prix, c'est super simple. Le prix, c'est 600 € par collaborateur. D'accord. Présent au village. C'est simple à comprendre. Voilà. Très simple. Alors quand on est une scale-up et qu'on a besoin en fait un peu d'aménager ses locaux, etc., la logique par nombre de collaborateurs n'a plus trop de sens. Donc là, on a un autre prix qui est au mètre carré, mais qui correspond plus ou moins au même KPI. Et puis, on a fait une offre d'entrée pour les startups qui sont en dehors de Paris. Des startups qui sont étrangères ou celles qui démarrent, qui est à 280 € par collaborateur, dans lequel l'accompagnement, il est un peu... il n'y a pas tout dedans. Il n'y a pas la stratégie d'accompagnement, notamment à l'approche financière, mais qui permet de démarrer un projet. Voilà, donc retenez 280 € quand on démarre, mais le prix standard, c'est 600 € par collaborateur. Ok, merci pour ça. Je te propose tout de suite la première section un petit peu challengeante du podcast, c'est la section Speed Questions. Donc le concept, il est très simple pour moi, un peu plus dur pour l'invité, c'est que je vais te poser des questions courtes. Il faut essayer de répondre de manière courte. Je serai tolérant, évidemment, mais si tu peux essayer de jouer le jeu, le but c'est de te faire réagir. Et puis comme ça va nous permettre un petit peu de parler du prochain thème qui sera de faire un petit focus sur les fintechs que vous accompagnez et sur les enjeux des fintechs. Tu es prêt ? La première question, le plus grand mythe que tu entends et que tu aimerais démonter sur l'entrepreneuriat? Ah oui, alors c'est facile. Un fondateur de start-up n'est pas un super-héros. Créer une start-up, c'est une méthode.
C'est une méthode. Alors, comme ça a que 12 ans que vraiment en France on en crée, on est encore en train de la découvrir, mais avec de la méthode, on dérisque totalement la création. Moi, j'ai dirigé un... Totalement, c'est fort ça. Non, je peux dire ça. Je pense. C'est juste un potentiomètre à gérer. Risque croissance. Moi, j'ai dirigé un startup studio juste avant. Donc, je pense vraiment que c'est de la méthode et que tout ce qu'on fait au Village by CA Paris aujourd'hui, dans 15 ans, ça sera enseigné sans doute en école de commerce. Très bien, il faudra écouter le podcast dans 15 ans alors. Deuxième question, la qualité la plus sous-estimée que tu vois chez un fondateur qui réussit? Ouais, le doute. En fait, il est de bon ton de dire qu'un fondateur doit être opiniâtre, il connaît la vérité, etc. Mais en fait, statistiquement, un fondateur, en fait, il trouve pas la bonne idée du premier coup. Il la trouve sans doute au bout de la 2e, 3e ou 4e. De pivoter. Exactement. Très bien. Le facteur numéro 1 d'échec que tu vois dans les startups qui se lancent? En fait, c'est d'oublier qu'une startup est avant tout une entreprise. Et qu'en fait, il faut pas inventer qu'un seul produit ou une tech. Il faut inventer une stratégie financière, une stratégie marketing, une stratégie RH, une stratégie tout court. Alors, plusieurs jobs, en réalité, plusieurs casquettes. On gère une entreprise et en fait, les startups meurent d'avoir une dimension de la société bien conçue et d'avoir sous-estimé l'impact sur les autres dimensions. Les banques et les fintechs, est-ce que c'est des concurrents ou des partenaires? Tu disais qu'il y avait un enjeu de travailler avec des gros corporates, notamment à Paris. Qu'est-ce qu'il en est pour le secteur financier? Alors, d'abord, il y a des grandes banques, il y a des petites banques. Il y a des petites fintechs et des grandes fintechs. Donc, pour moi, il n'y a pas un sujet de taille. Je dirais que toute entreprise qui intervient dans le secteur financier peuvent être concurrents et partenaires entre banques, entre fintech et banques, etc. Donc, moi, toutes les combinaisons existent. Le monde est souvent gris, c'est rarement noir ou blanc. Une fintech accompagnée par Village by CA dont tu es particulièrement fier et que tu voudrais mettre en avant? Plusieurs, si tu veux pas en citer qu'une seule. Ouais, là tu me mets en difficulté très forte. Réponse courte. Exactement. Non, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Léocare, qui a été créée au Village by CA de Paris et qui a plusieurs particularités. C'est qu'aujourd'hui, c'est une très belle scale-up qui a fait pas mal de levées de fonds. C'est un entrepreneur charismatique de la fintech, Christophe, qui l'a créé. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est à la fois basée à Paris et à Rennes. Elle a cet ADN en dehors de Paris et elle vit de façon bicéphale sur deux régions françaises. Et je trouve que c'est vraiment ça l'ADN du village. Très bien. Dernière question. Qu'est-ce qui te motive le plus aujourd'hui dans ton rôle? Alors oui, vraiment, dans ce métier de patron d'un accélérateur, en fait, mais comme tout métier d'accompagnement d'une clientèle professionnelle, une clientèle d'entreprise, en fait, c'est la rencontre avec les fondateurs et les équipes dirigeantes. Tous ceux qui ont fait, comme c'est un podcast, pas mal sont très banques, donc en fait, tous le plus beau métier dans la banque. Moi qui ai connu le secteur bancaire pendant des années et qui suis encore dedans, même si je suis sur une ligne business un peu différente, c'est le métier de conseiller pro, conseiller entreprise. Et c'est vrai que c'est assez génial parce qu'en fait, on est face à des entrepreneurs qui mènent leur métier, mais qui aussi, font un job, mais aussi mettent un peu leur trip, etc. Et c'est assez génial d'être à côté d'eux, dans leur joie et dans leur peine aussi. Très bien, justement, parlons un peu des fintech. Est-ce que tu peux peut-être nous dresser un panorama de l'environnement fintech en France? Et puis après, on va parler de Léocare ou d'autres fintech que vous avez accompagnés pour montrer très concrètement l'impact que ça peut avoir, les sujets qu'ils peuvent traiter. En fait, à côté de mes fonctions au Village by CA à Paris, mais je dirais de mes diverses fonctions que j'ai eues depuis une dizaine d'années, en fait, avec un ami à moi que j'ai rencontré chez KPMG d'ailleurs. En fait, on a co-créé ensemble une association qui s'appelle l'Observatoire de la FinTech, qui est devenue une des associations les plus connues de cet écosystème. Alors bon, il n'y en a pas 36, donc... mais voilà, et donc c'est vrai que de façon collaborative avec une cinquantaine de professionnels de la FinTech, en fait, tous les 6 mois, on édite des rapports qui analysent le secteur de la FinTech. Donc, c'est un sujet que je connais bien et que j'enseigne aussi à Dauphine et au Master X HEC Entreprendre. Donc, je vais faire une réponse un peu de patron d'observatoire. Justement, ça m'intéresse, tu as un panorama global. Exactement. Donc, en fait, d'ailleurs, je le fais à titre perso, bénévole à côté. Donc, je fais partie de l'approche un peu passionnée dont on parlait au début. Aujourd'hui, il y a 500 fintech qui ont levé des fonds auprès d'un fonds Capital Risque en France. C'est à peu près 35 000 emplois directs. Et c'est grosso modo à peu près 15% des emplois du secteur banque-finance. Significatif. Et ça, pareil, ça prend 15% par an de plus par an.
Et en fait, J'ai l'impression que ça commence. Je pense qu'il y a 5 ans, on en parlait, mais il y avait peu de grosses entreprises. Et maintenant, ça y est, il y a plusieurs licornes. Il y a beaucoup. Donc il y a plus de 10 licornes. très La significative, plus grosse fintech française, c'est Conto. Maintenant, tout le monde, beaucoup de personnes connaissent Conto. Exactement. Notamment chez les entrepreneurs, mais je veux dire, Mais pas que. C'est une marque très connue, même pour les Français moyens. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, tu vois, moi qui ai un peu 15 ans de fintech dans les pattes, au début, c'était que du paiement et du crowdfunding. Voilà, c'était un peu la fintech romantique pour plein de raisons. Le crowdfunding était là pour fluidifier l'économie, rééquilibrer des inégalités sociétales et territoriales. Et aujourd'hui, en fait, ça touche tous les métiers de la banque et de l'assurance. Aujourd'hui, l'assurance, c'est le secteur de la fintech, l'insurtech, qui a levé le plus de fonds en France. Donc, ça touche tous les métiers. Il n'y a pas un seul métier qui n'est pas sur lequel l'entrepreneur n'a pas lancé quelque chose. Et je dirais, sans être trop long, quand le jeune Emmanuel, je réponds à la question de la fin là, le jeune Emmanuel, il anticipe même les d'il y a 25 ans, en fait, d'il y a 20 ans, en fait, jamais de ma vie, je penserais qu'on allait créer des entreprises dans le secteur financier, parce que créer une banque, c'est très compliqué, c'est très réglementé comme secteur. C'est 50 millions d'euros. Aujourd'hui, on peut créer, avec Swan, on peut créer un établissement de paiement, mais vu client, c'est un service bancaire, pour exactement que 5 000 euros. C'est ça la réalité. Donc en fait, ça a permis en fait ce secteur de la fintech en fait de déployer complètement l'entrepreneuriat dans ce secteur-là. Et donc c'est vrai que ça a ouvert le champ des possibles de façon assez incroyable. Donc en fait, ce secteur il est foisonnant. Paris est une place très forte. Et comme tu le dis, en fait aujourd'hui il y a des champions de la fintech dans pas mal de domaines. Dans l'insurtech, il y a Shift par exemple. Tu parlais des néobanques, il y en a beaucoup. Il y a une banque que j'aime beaucoup, c'est Nickel par exemple. Donc je salue Thomas, le patron de Nickel. Je pense face à un écosystème qui est en pleine phase de maturité et dans lequel aujourd'hui il y a un nombre d'opérations de M&A extrêmement important. Il y a eu 230 opérations M&A en 8 ans. La plus grosse opération M&A s'est déroulée il y a 1 mois et demi avec le rachat de Shine par Cegid. Voilà, donc on est face à un écosystème important, mature, qui a plein de défauts, plein de qualités, mais qui existe aujourd'hui et qui compte et qui n'a pas de raison de disparaître demain, sauf évolution géopolitique que je n'espère pas. C'est quoi les gros sujets, les grosses tendances justement de la fintech? Moi j'ai vu post-Covid, beaucoup de fintech se monter sur les sujets ESG, on va dire au sens large, notamment climat, sur l'investissement. Des acteurs comme Goodvest, où d'ailleurs je vais recevoir le patron prochainement dans le podcast, ou Helios, où tu parles de M&A aussi, il y a eu un mouvement de M&A également. Est-ce que c'est ça aussi que tu constates à ton niveau, les sujets climat et investissement qui poussent dans la tendance d'éducation financière? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres tendances que j'ai loupées? Je pense qu'il y a 2 tendances, une propre à la fintech et une qui est un peu transverse à la tech en général. La première, en fait, c'est l'embedded finance. En fait, sans être trop long et sans être trop théorique, mais avec l'essor considérable des API et un écosystème tech qui s'est extrêmement densifié. En fait, on est capable en fait d'inventer des services qui s'imbriquent dans d'autres. Et là, toi, tu me parlais de comment les groupes établis discutaient avec des boîtes tech. En fait, les API sont présentes un peu partout. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans, le mot API était un peu radioactif, etc. Maintenant, c'est le langage commun. On a fait un épisode dans la saison 2 du podcast avec Julien Bichon, qui est responsable des API chez BNP Paribas. Et donc, je mettrai tout ça en description et on a justement expliqué ce que c'était, puis l'open banking de manière plus générale. Oui, tout à fait. Le monde est petit, tu vois. Exactement. D'ailleurs, j'ai participé à la création du premier écosystème d'API bancaire qui s'appelle le Crackle Store, avant la DSP2, etc. DSP2, avec la réglementation qui a vraiment instauré l'open banking, maintenant part de DSP3. Exactement. Donc, donc l'embedded finance, en fait, c'est un peu un gros mot pour dire que la banque et l'assurance s'intègrent en fait dans des parcours clients particuliers, professionnels, entreprises, un peu partout. Et ça ouvre un champ des possibles assez énorme. Surtout, ça rend en fait la finance au plus proche de ses propres clients, intégrés dans des processus. Donc ça, c'est un essor assez considérable. Je pense que c'est quasiment une fintech sur 2 aujourd'hui derrière. Et puis un second essor considérable, en fait, c'est l'IA. Évidemment. Donc, oui, et puis alors, tu sais, je l'ai pas trop dit, mais je sais plus si je l'ai dit au début de notre échange, mais j'ai un doctorat en maths et j'ai un master en IA. Ouais. J'aimerais un peu casser en fait des idées reçues là-dessus. En fait, je vais en profiter juste du podcast pour expliquer vraiment en 2 minutes ce que c'est que l'IA. Vas-y. Et je vais prendre des exemples de bancaires pour qu'en fait ça parle aux auditeurs et ceux qui nous regardent. En fait, l'IA, ce n'est pas une technologie, c'est une approche algorithmique.
qui est très ancienne. Hein. C'est même l'approche algorithmique qui a été inventée avant la manière de concevoir des systèmes d'information tels qu'on les connaît nous aujourd'hui. Le concept clé, c'est de se dire que des règles de gestion, au lieu de les écrire avec des experts qui vous les dictent, en fait, on va les inférer en regardant en fait des bases de données et des informations en se disant, si je vois 10 exemples de crédits que j'ai octroyés, 1000 exemples de crédits que j'ai octroyés à des particuliers, je vais pouvoir inférer qui sont des bons payeurs, qui sont des mauvais payeurs en fonction d'informations que je possède sur ces clients. Donc les règles s'infèrent automatiquement par des algorithmes et donc je n'ai pas à les écrire. En fait, le corollaire de ça, c'est que en fait, on a connu dans le monde de l'informatique et de la banque en fait toute une série de logiciels où en fait on prenait des experts, on leur disait tu veux octroyer un crédit, donne-moi les 10 règles pour trouver des clients qui remboursent et ceux qui remboursent pas. Et grâce à la data aujourd'hui qui sont massives, en fait on est capable de les inférer, y compris sur des champs informationnels que même un expert en fait n'arrive pas à identifier. Il y a une donnée que j'ai appris il y a 3 jours là, 80% des données du monde n'existaient pas il y a 5 ans. Donc on a une capacité d'inférence de données qui est stupéfiante. Et ça va continuer à croître. Moi, j'ai eu la chance de bosser pour FlowApay, qui était une sorte de JV créé par Cdiscount. En fait, les data scientists de Cdiscount ont réussi à trouver des inférences pour identifier qui est capable de rembourser, qui est un fraudeur ou pas. Alors je peux pas révéler les champs regardés parce que c'est secret officiel, mais qui sont assez stupéfiants. Des règles auxquelles les experts n'auraient pas nécessairement pensé intuitivement, Exactement. Et qui sont détectées par la machine et qui permettent d'avoir des... Par l'intuition, etc. Donc en fait, ça ouvre un champ des possibles dans la banque qui est énorme parce qu'en la fraude, sur le crédit. Si je prends l'exemple d'une banque, une banque c'est quoi? Si on revient à la base, qu'est-ce qu'ont inventé les Templiers il y a 5 siècles? Une banque, c'est j'authentifie quelqu'un et je suis capable d'estimer sa capacité à rembourser, à faire face à une créance. Et aujourd'hui, c'est 2 champs extrêmement dynamiques du secteur de la fintech. Et sur lequel fintech met de l'innovation bancaire, parce que les acteurs établis sont totalement investis dedans également. Donc l'IA, ce n'est pas que une tarte à la crème, etc. C'est une vraie capacité à inventer des services stupéfiants. Et je pense qu'en fait, notamment les acteurs établis, ils ont un nombre de data mais énorme à leur disposition, et dans lequel en fait on peut inventer des services topissimes. Il faut juste avoir un âme de datapreneur et d'aller à la recherche de la valeur de ces données qui sont un peu cachées aujourd'hui un peu partout. Merci pour ça. Là-dessus, j'inviterai les auditeurs, je mettrai ça en description, à aller voir l'épisode avec Guillaume Durand, qui est CDO chez LCL, où justement on a parlé de l'IA, on a parlé des cas d'usage de l'IA au LCL, et on détaille tous ces points. Donc merci pour ça. Une dernière question sur les fintech. Tu as évoqué LeoCare, qui est une fintech que vous accompagnez. Est-ce que tu peux nous donner 1, 2, 3 exemples de fintech que vous avez accompagnés? En quoi ça a consisté? Quel est leur impact concret sur l'écosystème? Oui. Tu me poses des questions embêtantes, ça m'oblige à discriminer mes clients, et en plus, je suis quand même soumis au secret professionnel strict pour chacun de mes clients. Tu nous dis ce que tu veux nous dire. Ouais, exactement. Mais donc, je vais faire une petite pirouette. Vas-y. J'ai plutôt parlé de pattern, de pattern de fintech. Alors, moi, Village by CA à Paris, alors, je suis un accélérateur qui accompagne tout type de start-up, pas que de la fintech, mais il se trouve qu'à Paris, l'écosystème fintech est très dense. Ouais. Donc j'en ai 25. À l'instant T. Mais j'ai quand même des grands patterns. Il y a un peu les fous furieux de l'acquisition digitale et de la gestion de la relation client. Et en ça, tu vois, LeoCare est un très bon exemple. C'est-à-dire des champions de savoir en fait gérer, acquérir des clients pas trop chers et d'être tellement bons dans le service qui est délivré qu'en fait, grâce à l'expérience client, ils ont la recommandation qui s'active et tout un mécanisme très poussé de cross-sell et d'upsell. Souvent, en fait, ces fintechs-là, en fait, on les présente comme des champions de l'acquisition. Prenons l'exemple de Revolut, qui est la 14e plus grande startup du monde. Et Revolut, c'est plus une boîte de CRM qu'une boîte d'acquisition. Dans les faits, si on décompose un département marketing chez Revolut ou chez d'autres, en fait, donc ça, j'en ai pas mal qui sont dans ce secteur-là, au village, mais dans la tech, dans la fintech parisienne. Et puis il y a d'autres, en fait, c'est un peu les moteurs cachés. C'est celles qui en fait fournissent des services un peu derrière qu'on ne voit pas. Le client final ne voit pas. Mais qui en fait sont des sources de productivité énormes. Exemple, on a au village by CA de Paris, on a Milo, qui est basé dans le nord de la France, mais également village by CA à Paris. Donc Milo, c'est les champions de l'estimation de l'identification de fraudeurs et de solvabilité d'utilisateurs, à la fois pour des commerçants, mais également pour des banquiers
ou toute activité régulée qui a besoin d'authentifier de façon forte, je dirais, le sérieux d'un de leurs clients. Donc on retrouve un peu toutes les dimensions d'IA dont je parlais tout à l'heure. Donc Milo, jamais personne n'en entendra parler. Je connaissais pas. Voilà, mais très très belle scale-up. Je vais regarder. Ah oui, très très belle scale-up. Mais tu vois, qui est un peu cachée, qui a autant de valeur, je dirais. Donc il y a un peu cette bataille, tu vois, de ceux qui sont un peu moteurs cachés et ceux qui sont en front. Et les deux, en fait, ont une valeur énorme. Et d'ailleurs, les deux ont besoin l'un et l'autre pour fonctionner. Et sont d'ailleurs au service d'acteurs établis également. Donc j'ai quand même réussi à ce que tu donnes quelques noms. Voilà, exactement. Voilà. Très bien, je te propose tout de suite la deuxième section un petit peu challengeante du podcast, qui est la section vrai-faux. Donc le concept, c'est que je vais te donner des assertions et tu vas me dire si de ton point de vue c'est vrai ou c'est faux. Il n'y a pas de piège, c'est juste pour te faire réagir sur certains sujets. Est-ce que tu es prêt? Allez, première question. La France peut devenir un leader mondial de l'écosystème FinTech? Ou l'est déjà peut-être? Alors, je pense que d'abord, je pense que ça n'a pas de sens de parler de la France. De ce que je vois moi au quotidien, en fait, l'écosystème tech, c'est par agglomération que par pays. Il y a une réalité très différente d'une région à l'autre. Et en fait, Paris, aujourd'hui, est la 4e place start-up du monde. Et la première place FinTech. Alors, on en touche quand même avec les Anglais. Donc, c'est très bien. On va dire qu'on est premier. Voilà, c'est une compétition très forte. Donc, je pense que Paris l'est déjà, mais il y a des scènes, en fait, en dehors de Paris qui sont très, très, très puissantes également. Tu vois, Marseille, Montpellier, Lille, etc. Donc, je pense qu'on l'est déjà, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chercher les 3 autres places qui sont devant nous. Hein. Donc, dans l'ordre San Francisco, New York, Boston. Il n'y a aucune raison de ne pas aller les chercher. On a la chance d'avoir Saclay à côté de nous, en Ile-de-France, avec 15 prix Nobel et médailles Fields. Donc, il faut aller chercher Boston. Non pas pour, je dirais, par ego, mais c'est pour développer l'économie ici. Et je dirais accompagner ce formidable écosystème. Très bien, un peu de positivisme, parce que tout le monde est très pessimiste en ce moment, donc ça fait du bien. Deuxième question, est-ce que l'Europe peut rattraper son retard technologique avec les États-Unis grâce à son environnement de start-up? Mais un peu même réponse, je pense que Paris est meilleur que plus de 100 villes américaines. Il vaut mieux entreprendre. On est quand même en retard sur la tech, sur plein de sujets. Alors, cloud, sur l'IA. Non, mais là où t'as raison. Et tu fais bien Non, mais t'as raison. Là où on est en retard, c'est qu'on est en retard sur San Francisco, New York, Boston, qui ont créé des méga champions de la tech, dont on dépend. Donc, tant qu'on est amis, tout va bien. Le jour où on n'est plus amis, ça pose un sujet. Je recommande très, très, très chaudement de prévoir tous les plans A et les plans B, mais pas dans une optique agressive vis-à-vis d'un tiers. Dans une optique de bonne gestion d'entreprise, je pense qu'il faut toujours prévoir, quand on dépend d'une tech, il faut toujours prévoir un plan B, parce qu'un acteur, ça peut faire faillite. Et effectivement, de temps en temps, malheureusement, il peut partir d'un pays agressif avec nous, mais ça peut arriver. Et donc, il faut prévoir tous les plans B, ça fait partie d'une bonne gestion d'entreprise, y compris dans la tech. Autant je suis positif, réussir à dépasser San Francisco, c'est pas simple. Et vraiment, ils sont excellents. C'est stupéfiant l'écosystème qu'il y a là-bas, etc. Je pense qu'on n'arrivera jamais à les dépasser, mais je sais pas s'il faut les dépasser. Enfin, sincèrement, moi, moi, j'aime Paris, alors, je suis originaire de Corse, donc j'aime cette région, etc. Mais ce que je veux, c'est que les gens vivent bien, se réalisent personnellement. Je veux dire, s'il y a des Chinois à Shanghai qui vivent mieux que Paris, tant mieux pour eux. Non, mais pour que cette compétition de vouloir absolument être meilleur que les autres, je la comprends pas. Et même, je trouve qu'il y a une sorte de ressentiment impérialiste. Moi, mon objectif, c'est que l'ensemble de l'humanité vive le mieux possible. Donc, tant qu'il m'impose rien et qu'il m'empêche pas de vivre, très bien que tout le monde se développe. Très bien. La réglementation européenne, on en parle beaucoup sur un petit peu tous les sujets, est un véritable frein à l'innovation et empêche les startups de se développer. Non, je crois pas. Je pense que la plupart des startups se sont toujours développées en ayant une approche intelligente, maligne, un peu pirate de la réglementation. Ça peut aussi créer des opportunités parfois. Mais à chaque fois. Oh non, mais c'est même l'inverse. Sincèrement, moi, quand je suis un entrepreneur qui vient me voir et qui ne fait pas un hack, l'alimentation, j'y crois pas un instant. Airbnb, Uber, c'est à chaque fois, il y a un hack réglementaire, un hack conforme. Non, parce qu'aujourd'hui, on peut plus faire de pirate aujourd'hui, parce que les investisseurs, ils veulent sécuriser une croissance. Mais au contraire, la réglementation, c'est le meilleur moyen, je dirais, de pouvoir en fait traiter mieux un sujet qu'un acteur établi qui en aura une approche trop scolaire, en fait. Très bien. Dernière question, la collaboration entre les banques et les fintech, justement, va s'intensifier dans les prochaines années. Ah, c'est sûr, je pense qu'elle est déjà. En fait, fintech, il y a des grandes, des petites, des moyennes. Les grandes, ça devient des concurrents. Des concurrents sérieux, maintenant, un acteur comme Revolut, Conto sur le marché de l'entrepreneur, PME.
deviennent des acteurs significatifs du marché. Ils sont plus simplement vus comme des petites entreprises en développement. Exactement. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand on veut innover et qu'on a un acteur établi, mais je veux dire, une banque comme une ETI du territoire, une PME, etc., on s'appuie sur des startups pour le faire et des fintechs en particulier. Donc, je veux dire, je suis une ETI du territoire, j'ai besoin de fluidifier un processus, je vais m'adresser à Craft.ai. Je sais pas si tu sais, c'est une start-up du Village by CA à Paris. Ah, t'en as placé une autre. Voilà, exactement. Et si tu veux, on mettra la liste complète en description, comme ça tout le monde sera content. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que par contre, pour que ça coopère bien, on a besoin d'un acteur qui est suffisamment mature pour pas laisser l'entreprise un peu au milieu du gué au bout de 18 mois. Et donc, moi, je recommande de coopérer avec des acteurs établis quand la start-up est déjà bien établie et qu'elle a atteint une sorte de maturité de 15-20 personnes et 1 an et demi, 2 ans. Là, ça marche bien, ce qui n'empêche pas les groupes établis, les grands groupes, des petites boîtes d'aider des startups plus jeunes parce qu'ils ont une passion pour l'innovation. Mais la bonne coopération, c'est entre entreprises de taille équivalente où chacun discute, je dirais, de façon équilibrée. Et donc, ça veut dire avoir un projet posé, etc. Très bien, on arrive aux 3 questions rituelles de fin du podcast. La première, est-ce que tu peux me recommander un livre qui t'a inspiré ? Ça peut être quelque chose autour de l'entrepreneuriat ou quelque chose qui sort complètement de ça, quelque chose que tu pourrais vraiment recommander à ton meilleur pote. S'il était là avec toi dans le studio, tu lui dirais de lire quel livre ? Alors, c'est très facile. En fait, l'antenne principale du Village by CA à Paris, on est rue de la Boétie. Et Étienne de la Boétie, il y a plus de 3 siècles, a écrit un livre qui s'appelle « Le discours de la servitude volontaire ». Je vais pas me lancer dans une grande diatribe philosophique, mais c'est d'une actualité extrêmement forte. En gros, il explique, c'est un des tout premiers philosophes des Lumières. En fait, il a expliqué comment, en fait, l'humanité finalement acceptait le tyran, une espèce de semi-confort. Et en fait, il enjoignait, je dirais, la société, en fait, à aller au-delà de ce semi-confort pour se libérer personnellement à des fins de progrès humain. Et honnêtement, en 2026, je crois que lire Étienne de la Boétie est d'une actualité extrêmement forte pour entreprendre, mais également pour sa vie personnelle. Donc c'est le hasard total de la géographie, mais je suis extrêmement fier d'être rue de la Boétie. Je trouve que c'est extrêmement inspirant quand on entreprend, mais même en tant que citoyen de notre République aujourd'hui. Très bien. Deuxième question. Quel conseil tu te donnerais si tu avais un pouvoir magique ? Tu pouvais revenir 10 ans, 15 ans en arrière. Tu dirais quoi, Emmanuel ? Moi, franchement, je dirais, mais continue comme ça. Continue comme tu es. Non, mais je pense qu'il faut vivre sa vie. Chacun mène. T'aimerais pas changer des choix que tu as pu faire ? Non, parce qu'en fait, chaque choix professionnel ou personnel fait partie de soi et ça permet de progresser. En fait, c'est le chemin qui est intéressant et comment chaque parcours t'en fait un petit fragment de connaissance qui t'aide à faire un peu mieux autour de toi. C'est un cheminement personnel de progrès personnel vis-à-vis des autres. Et en fait, un chemin lisse où tout est écrit avant, en fait, tu passes à côté de ce chemin. Enfin, voilà, ça fait un peu gnangnan ce que je dis, mais vraiment, je le crois très sincèrement. Écoute, tu fais faut juste être entier dans le podcast, faut être soi-même. Donc, c'est la réponse qui te correspond. Mais c'est un peu, tu vois, je rebondis sur l'enseignement d'Étienne de la Boétie. Je pense vraiment que si on veut se réaliser personnellement, si on veut faire progresser une société, parce qu'on a envie d'avoir une utilité dans ce monde, il faut développer l'esprit critique. Et on est nous-mêmes un outil au service de notre écosystème. Donc, et c'est vrai que très tôt, moi, j'ai eu un peu ce mindset qui m'était enseigné par mes parents, aussi par l'excellence de l'éducation que j'ai reçue. On est peut-être les seuls à avoir plus d'1 an et demi, 2 ans de philosophie en terminale. Voilà, donc vraiment je dirais, continue comme ça, Emmanuel. Ne rate pas ton cours de l'allégorie de la caverne. Peut-être le 2e ou 3e cours de philosophie. Je me rappelle de celui-là. J'ai une fille qui a 18 ans en terminale. Je lui ai dit, écoute, franchement, tu peux rater tous tes cours de terminale, mais c'est un seul cours où je t'oblige de façon à travailler à fond, c'est les cours de philosophie. J'avoue que j'étais pas très attentif en philosophie, mais je regrette un peu maintenant. Je bavardais avec Thomas, voilà, s'il nous écoute. Oui. Très bien. Dernière question. Est-ce que tu pourrais me recommander un expert que tu aimerais écouter dans le podcast ? Voilà, quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un que tu aimerais écouter en tant que viewer d'Inside Banking ? Dans le secteur bancaire. Ce que tu veux. Principalement. Secteur financier, mais. Oui, alors il y en a 2 que j'aimerais te recommander. Il y a Thomas Courtois, le patron de Nickel. Je trouve que le projet, il est assez incroyable et surtout, c'est plus qu'un projet. Il y a une dimension sociétale. Et je pense que
J'ai envie de te conseiller aussi de parler à Bodzena, qui est partenaire de Truffle Capital. Parce qu'en fait, Truffle Capital, c'est un des fonds d'investissement qui a cru très très tôt à cet écosystème startup et fintech et qui en fait a vu toute une génération de fintech et d'insurtech. Et en fait, c'est une base de connaissances qui est assez géniale. Ils viennent souvent au Village Paris donner des masterclass avec nous, etc. C'est hyper intéressant. Bon, c'est passé trop vite. Est-ce que tu as un mot de la fin, un sujet qu'on n'a pas évoqué ou un message que tu voudrais faire passer aux auditeurs, aux viewers avant qu'on se quitte? Oui. Alors, comme il y a beaucoup d'auditeurs qui travaillent dans le secteur bancaire et d'assurance, il y a beaucoup de changements aujourd'hui dans notre secteur. J'aimerais qu'ils voient ces changements de façon positive. Parce qu'en fait, les nouveaux métiers qui se créent, franchement, c'est des métiers plus cool, plus sympas, plus intéressants que ceux qui existaient avant. Beaucoup de tâches manuelles en plus beaucoup de tâches manuelles qui disparaissent, mais je veux dire, beaucoup. Et en fait, cet écosystème fintech, il grossit énormément. Et en fait, je ne vois que des personnes qui en fait travaillent dans les groupes établis avant et qui rentrent dans cet écosystème. Donc, n'ayez pas peur de rentrer dans cet écosystème. En fait, il se crée dans l'entrepreneuriat en dehors du secteur banque-finance, mais aussi les banques qui créent elles-mêmes des startups. On est passé vite, mais j'ai dirigé le studio La Fabrique by CA de Créacol. En fait, on a créé 14 startups différentes, dont certaines qui sont en hyper croissance aujourd'hui. Il y a des métiers assez incroyables à les découvrir, donc n'ayez pas peur de l'avenir. Honnêtement, il y a des super jobs à aller chercher. Par contre, c'est sûr qu'il faut être curieux, il faut écouter des podcasts comme le tien, il faut aller à la rencontre, etc. Venez au Village by CA Paris, on a beaucoup d'events ouverts. Allez-y, vous serez reçus. Je vais venir. J'ai reçu mais à tous les heures, venez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la page. Parce qu'en fait, je le dis parce qu'on les relaye sur notre page LinkedIn, c'est pour ça. Ouais. Bon, on te retrouve où d'ailleurs? On te retrouve sur LinkedIn. C'est le plus simple. LinkedIn, c'est le plus simple, c'est devenu le canal phare. D'ailleurs, je mets mon mail aussi, s'il y a besoin sur LinkedIn. Je mettrai ça en description. Je réponds à tout, même si quelquefois il y a un peu de décalage, etc. Mais voilà, je dis à toute la communauté de toutes les banques, pas que les banques du Créacol, venez, et d'LCL, venez à BC à Paris, on a plein d'events hyper intéressants et vous verrez, ce monde est fascinant et vous allez découvrir plein de choses. Très bien, je vais faire un event prochainement, j'en parlerai sur LinkedIn. Voilà, comme ça je partagerai avec la communauté Inside Banking. Merci beaucoup Emmanuel. Je t'en prie, merci.